Bonsoir ou rebonsoir, l'événement a lieu en direct maintenant sur LCI. Raphaël Grossi, l'AIEA témoigne de son inspection à la centrale de Zaporijjia. On va l'entendre. Est importante pour que les experts puissent travailler dans des bonnes conditions. Donc, ils font très attention à ce qu'ils font, ils travaillent bien, mais bien sûr, il y a une tension permanente et latente, pour des raisons qui sont évidentes. C'est une situation de guerre, et je dois dire que c'est quelque chose qui doit être traité avec beaucoup de précautions et d'attention. Et notre présence sur place présente une valeur ajoutée très grande parce qu'on peut interagir avec les gens, on peut revenir vers eux, on peut parler de choses avec eux, etc. Donc, je crois que c'est très, très important que nous puissions être sur place et qu'il y ait leur présence ici. Et l'autre question, c'était? J'étais en train de vérifier. Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Eh bien, en fait, je crois qu'il faut qu'on regarde les points principaux et quand on revient là-dessus, il y a la qualité de la gestion. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela. Il est évident qu'il y a beaucoup de combats autour, dans la région, dans cette partie de l'Ukraine. Donc, le fait qu'il y ait l'activité de ces opérations de guerre ne cesse d'augmenter dans cette région. Et c'est évidemment ce qui me préoccupe le plus. Et puis, il y a des références à des défenses, des aspects offensifs, etc. Et évidemment, et c'est très important. Tout le monde est conscient de cela. Donc, il est évident que les risques statistiques de dommages physiques est présente. Je vais vous donner un exemple. Les dommages physiques à la centrale, à l'exception de l'événement la nuit du 4 au 5, où il y a eu le feu. Les actions de bombardement qui ont commencé, c'est quelque chose qui est plus récent, une tendance plus récente. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une activité accrue et que l'intégrité est véritablement compromise. Et si on en vient au point 4, c'est-à-dire les différentes coupures d'approvisionnement de courant, parce que ceux qui ont ces objectifs savent exactement comment endommager ou paralyser la centrale. Et cette centrale est extrêmement robuste, mais on sait très bien comment on peut lui nuire. Donc, véritablement, ma préoccupation sur le point de l'intégrité physique, c'est évidemment dépendre vis-à-vis des personnels, de voir comment on peut travailler sur un système de relais, également sur la chaîne logistique, sur l'approvisionnement, et puis également le risque et la possibilité de travailler. Comment est-ce que vous pensez que cette situation va tourner de façon plus favorable et qu'il y aura une possibilité d'avoir une situation qui s'améliore? À quel point je suis sûr? On n'est sûr de rien. On ne peut jamais être sûr. On fait les meilleurs efforts et ce qu'on peut espérer de mieux, c'est que c'est mieux. Ce que je dirais,
On a une grande équipe sur place qui va rester sur place. Et ça a une valeur énorme. C'est véritablement quelque chose de très important. Alors, bien sûr, si quelque chose se passe, si la tension s'aggrave, ils vont nous informer. Et ce n'est plus une question de un tel dit ça, A dit ça et B dit l'inverse. Maintenant, nous avons des gens sur place. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, la différence entre le jour et la nuit. Et les gens qui sont sur place, évidemment, leur sécurité est véritablement la première préoccupation. Je n'enverrai jamais personne quelque part où je n'irai pas en premier. Maintenant, nous avons vu, nous sommes mis d'accord sur un système qui fonctionne. Et donc, ces gens qui sont là. Et évidemment, nous essayons de voir les choses. On a également des communications entre nous et ils me tiennent informé. Voilà cette conférence de presse de Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, les inspecteurs dont on attendait tellement les verdicts, les premières appréciations après leurs inspections sur place. Un mot, la tension d'abord. On voit à quel point ils travaillent dans des circonstances difficiles et ça transparaît de la Lidia Gréous. Ah oui, on le sent, qu'il mesure chacune de ces phrases. On a l'impression que Raphaël Grossi, donc, qui représente cette agence qui est quand même rattachée à l'ONU, essaye d'indiquer qu'il est dans la neutralité et l'objectivité, qu'il n'est ni dans la propagande russe, ni tenu par la propagande ukrainienne. Il a dit que nous ne sommes pas entre les deux. Il y aura véritablement des experts qui restent au sein de cette centrale pour apporter les informations les plus précises possibles, parce qu'il y a un risque pour l'ensemble du continent européen. Ça, Isabelle Lasserre, c'est peut-être un des points les plus importants. On n'en est plus dans les uns disent que, les autres disent que. Il insiste là-dessus. Il y aura une présence permanente sur place et une force de témoignage, d'observation. Oui, alors les inspecteurs de l'AIEA vont rester. C'est ça, d'ailleurs, à mon avis, on est dans le modèle opposé de Tchernobyl. Là, on a quand même l'impression, quand on écoute Raphaël Grossi, qu'on est dans la prévention. C'est-à-dire qu'en cas de gros pépins et de gros bombardements, il y aura des inspecteurs de l'AIEA qui pourront tout de suite, en 5 minutes, évaluer l'état des dégâts. Alors que Tchernobyl, d'abord, les experts internationaux n'avaient pas eu le droit d'aller à Tchernobyl, et surtout on a connu la catastrophe très très tard, puisque Gorbatchev avait tardé à l'annoncer au monde. Donc là on est vraiment dans la prévention. Il reste que c'est la première fois qu'un conflit de haute intensité a lieu dans un pays où il y a une centrale nucléaire, donc le danger est réel. Général Trinquant, on va voir dans un instant une séquence inouïe où on voit à quel point les pauvres inspecteurs, en réalité, il y a plein de choses. Être là ne suffit pas à tout, parce qu'en réalité, voir, on ne sait pas d'où viennent les tirs. Il y a beaucoup d'inconnus, même quand on est sur place. Oui, mais je crois que la clé, ce que vient de dire Isabelle Lasserre, c'est qu'on est dans la prévention. Je rappelle que depuis des semaines, la catastrophe était là. On était en pleine catastrophe. Et là, l'inspecteur qui a fait, l'équipe qui a fait une inspection rapide, mais qui, point important, va rester en place, dit la catastrophe n'est pas là. Et nous sommes là pour empêcher qu'il y ait une catastrophe. Donc je crois que c'est extrêmement important. On va comprendre d'ailleurs un peu l'agacement ukrainien sur ce sujet, puisque les Ukrainiens, depuis plusieurs semaines, n'arrêtent pas de dire la catastrophe est là. Et donc là, un peu l'AIEA dit un petit peu le contraire. Et là, pardon, il faut insister là-dessus, François. Pour l'instant, ça se passe mal de ce point de vue, parce que théoriquement, Russes et Ukrainiens devraient avoir un niveau à peu près de consensus, au moins sur les enquêteurs. Pas du tout. Les Ukrainiens sont fâchés et ils le disent. Oui, parce que c'est aussi un élément politique très fort pour Volodymyr Zelensky, cette centrale. C'est un élément supplémentaire pour dire, regardez jusqu'où va l'agression russe, regardez jusqu'où les Russes mettent en danger non seulement l'Ukraine, mais l'ensemble de l'Europe. Mais pourquoi sont-ils mécontents de l'AIEA? Ils sont mécontents parce que l'AIEA, moi
je ne sais pas si mes camarades seront d'accord, moi j'ai l'impression que ce sont des casques bleus qui arrivent dans la centrale d'une certaine manière. Ils ont une forme de rôle de cette manière-là. J'ai été frappé, d'abord, je trouve que Raphaël Grossi est assez remarquable dans sa façon de parler et dans sa façon d'aborder les problèmes. Quand il dit c'est important que nous soyons là pour interagir avec les gens, c'est-à-dire que on est quand même dans une pas une transparence, mais on est quand même dans une initiative qui ressemblerait presque pas à un dialogue de paix, mais qui ressemblerait presque à une forme de consensus. Et évidemment, ce consensus-là, les Ukrainiens ne peuvent pas l'accepter. Les Ukrainiens tirent la sonnette d'alarme depuis le début août en disant regardez ce que représente le danger. Ramener à la normale, si tant est qu'on puisse parler de normale, la situation à Zaporijia, c'est d'une certaine manière un peu affaiblir cet argument-là ukrainien. Et je note quand même juste une chose, peut-être vous serez d'accord avec moi, quel drôle de guerre. Quelle drôle de guerre où des ennemis se combattent farouchement sur le terrain, mais où il y a 1 mois et demi, on signe un accord pour faire transiter le blé et où on est capable de recevoir une inspection. C'est une guerre étrange. Regardez cette séquence extraordinaire. Et tout le monde est autour d'un obus. L'obus est tombé et puis c'est un cas d'école parce que encore faut-il savoir d'où il a été tiré et discussion entre les Russes et les inspecteurs. Pourquoi l'obus est orienté de telle manière que l'on croirait qu'il vient des territoires occupés? Car lors de sa chute juste avant l'impact, le missile a fait une rotation de 180 degrés. Déluge de commentaires ironiques sur les réseaux sociaux avec le Russe qui dit le missile a fait un... Qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors ce que ça veut dire, c'est que depuis plusieurs semaines, on dit qui tire. Les Ukrainiens disent c'est les Russes qui tirent, les Russes disent c'est les Ukrainiens qui tirent. Au passage, les Russes tirent sur la centrale, ça veut dire qu'ils se tirent sur eux-mêmes. Donc ce qui est un peu étonnant. Et beaucoup des attaques qui ont eu lieu avant, ça a été essentiellement des attaques de drones et pas vraiment de tirs directs sur la centrale. Donc là, effectivement, on se pose une question sur d'où vient l'obus, qui a tiré, comment ça s'est passé. Juste un indice quand même intéressant sur le rôle pacificateur, si j'ose dire, de l'AIEA. Vous noterez qu'ils sont au milieu, soi-disant, des combats, mais qu'ils se promènent en casquette et en petite jaquette. Ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils n'ont pas de casque lourd. Je peux vous dire que si le directeur voulait dramatiser les choses, ils seraient tous en casque lourd, avec un gilet pare-balles, pour montrer qu'ils sont au milieu de la guerre. Alors que là, ils montrent justement qu'ils sont au travail. Et est-ce qu'on est fixé, est-ce qu'on peut être davantage fixé sur ce qui se passe réellement? Il faut rappeler les accusations extrêmes dans un sens ou dans l'autre qu'on a entendu ces dernières heures, c'est-à-dire ceux qui vous disent les Ukrainiens tirent eux-mêmes et se mettent eux-mêmes en danger pour manipuler. À l'autre extrême, ceux qui ont dit, c'est une ONG qui disait ça, on jette des personnes vivantes dans les réacteurs nucléaires. On a l'impression que dans l'excès de tous les sens, c'est difficile de vérifier, évidemment. Ce qu'il faut rappeler déjà c'est que les Ukrainiens sont furieux contre l'AIEA. Pourquoi exactement? Pourquoi? Pour une raison très très simple, c'est que les Ukrainiens attendaient de cette visite de l'AIEA et de la pression de la communauté internationale une démilitarisation de la zone. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont installé des forces militaires en s'emparant de cette centrale nucléaire, avec des Ukrainiens qui continuent à travailler dans la centrale. Donc le but des Ukrainiens, c'est en fait de chasser ces forces russes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils tirent non pas sur la centrale, mais à côté de la centrale pour essayer d'évacuer les forces russes. Et donc ils sont furieux parce qu'ils espéraient une pression de la communauté internationale pour démilitariser la zone. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là c'est la question militaire, il y a la question nucléaire, mais cette centrale de Zaporijia, c'est un enjeu économique absolument majeur pour les deux parties. Et la compétition se joue aussi ici. C'est une centrale qui alimente une grande partie de l'Ukraine. Donc si les Russes possèdent cette centrale, ils peuvent couper l'alimentation de l'Ukraine en coupant les lignes. Et en même temps, s'ils la possèdent, ils peuvent alimenter toutes les zones occupées. Est-ce que là, en effet, les Ukrainiens et les Européens, d'une certaine manière, tombent dans une sorte de piège russe? C'est-à-dire les Russes sont dans la position des autres, c'est eux qui font faire la visite, et en réalité,
du point de vue ukrainien, évidemment, c'est une forme de déception. C'est une forme de déception, mais depuis le début du conflit et à chaque étape, les Russes ont soufflé le chaud et le froid, et on l'a même vu lors des accords pour sortir le blé avec les Turcs aussi. Bon, il y a eu des allers-retours, mais je pense que pour Volodymyr Zelensky, c'est aussi une déception, car il aurait aimé sans doute une condamnation plus forte ou un rapport beaucoup plus alarmiste, car la situation à Zaporizhzhia, dans cette centrale nucléaire, et le risque nucléaire très fort pour l'ensemble de l'Europe est un élément de mobilisation des opinions publiques. C'est aussi un élément de pression politique sur les autres pays qui sont alliés. Et aujourd'hui, voir que les experts sont assez rassurant par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, ça enlève des arguments pour Volodymyr Zelensky. Un mot sur ce qui va suivre, général. Des images très impressionnantes, et cette fois on voit comment les Russes prennent des coups aussi, et cela même du côté de leur territoire même, de l'autre côté de la frontière, à Belgorod. Des bombardements ont touché la région, et visiblement un certain nombre de Russes ont assez peur pour vouloir fuir. Et ça, pour les Russes, c'est un coup pris important. Oui, bien sûr. Alors, Belgorod, c'est un nœud logistique pour l'armée russe. On se souviendra que partant les troupes qui étaient au nord de la région de Kiev pour basculer vers le Donbass passaient toutes par Belgorod. Donc, c'est un nœud logistique qui a été attaqué plusieurs fois. La première fois par un raid d'hélicoptères ukrainiens. Et là, c'est le territoire russe qui est tapé. Et les Russes se rendent compte que lorsqu'ils sont près de ces nœuds logistiques, ils ne sont absolument pas à l'abri. Et que ça fait partie, je le rappelle, de la stratégie ukrainienne aujourd'hui, d'utiliser des armes qui tirent à longue distance, ou des hélicoptères, ou des avions, pour frapper dans la profondeur le dispositif russe. Et on va y venir tout de suite avec le général Yakovlev. Il a été l'un des Français les plus hauts placés dans la hiérarchie de l'OTAN. Il témoigne aujourd'hui sur la situation militaire sur place, les coups pris par les Russes, mais aussi cette réapparition de Vladimir Poutine. On va l'entendre dans quelques instants. À tout de suite.